Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du jeu Frostgrave. On va voir dans cette vidéo un scénario de Mont Cru, comme je vous l'avais promis. Alors, cette vidéo vient en complément du fichier que vous pourrez télécharger dans la description de cette vidéo, mais également dans les commentaires épinglés et vice versa. Si vous avez trouvé ce fichier, je vous mettrai tous les liens vidéo nécessaires en fin de ce petit livret pour que vous puissiez justement avoir une référence. Alors, à savoir que concernant la mise en place de la table, j'ai fait quasiment à l'identique en changeant 2-3 petits trucs sur une vidéo que je vous avais proposée il y a quelques temps sur la mise en place d'une table de 90 x 90 cm pour Frostgrave. Donc, vous pourrez la visionner pour vous aider. Donc je vais vous la mettre en haut à droite de cet écran. Allez, apparition. Donc du coup, là, ce qu'on va voir, c'est un complément. Des fois, c'est bien aussi d'avoir une vidéo complémentaire. Donc je vous passe bien sûr l'introduction, l'historique écrite avec mes petites mains d'elfe. Donc scénario que j'ai intitulé Réveil démoniaque, comme vous avez pu le lire en introduction. Ce que je vous propose dans un premier temps, je vais chapitrer cette vidéo. Donc je vous expliquerai le matériel que je vais utiliser, la mise en place des décors, la mise en place des indices, les règles spéciales et ainsi que quelques règles particulières, adapter la difficulté au jeu et les trésors et expériences, et puis bien sûr un plan complet de la table avec une aide, on va dire, complémentaire. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est qu'on regarde au matériel que je vais introduire dans ce scénario, au-delà, bien sûr, du matériel utilisé habituellement dans le jeu. Alors, concernant le matériel, vous aurez bien sûr, au-delà du matos utilisé habituellement, besoin de 3 pions représentant des indices. Alors, je vais éviter de mettre mes petites mains sur la table, je vous mettrai des flèches, voilà, comme ça vous voyez. Donc, vous aurez besoin de 3 pions indices. Alors, à savoir que ces pions indices, vous les retrouvez également dans le jeu Frostgrave, mais également, il me semble, de mémoire, dans le supplément Ténèbres hostiles, donc du jeu Frostgrave, car dans ce scénario, nous allons jouer en solo ou en coop avec toutes les règles qui vont avec. Donc là, on aura donc des pions indices. On aura besoin de 3 cartes à jouer. Donc là, c'est un petit clin d'œil à Rangers of Shadowdeep. Donc nous aurons besoin d'un as de cœur, d'un as de pique et d'un as de trèfle qui, chacun, vont servir au niveau du jeu. Ensuite, nous aurons besoin de 5 pions numérotés de 1 à 5. En l'occurrence, moi, j'ai utilisé des pions numérotés de zombicide, me semble-t-il, si c'est du Black Plague ou je ne me rappelle plus. En fait, bon, c'est des pions numérotés qui vont vous permettre de définir des zones d'apparition, qu'on va plus communément appeler zones de spawn, donc zones d'apparition des monstres, qui, vous verrez, vont servir aussi sur la thématique du scénario, comme vous l'aurez deviné, on est un peu dans les morts vivants. Voilà. Alors ensuite, vous prendrez des figurines alternatives ou de la gamme. En l'occurrence, ici, vous aurez besoin de squelettes en armure, de zombies, de ghouls, de loups et une figurine représentant un démon mineur qui, lui, va être le gardien de la crypte. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Vous aurez besoin de dés à 6 faces. Et vous aurez besoin d'un pion que j'ai appelé Rune Ardente. C'est un petit clin d'œil à un sort de Rangers of Shadowdeep que j'adore, qui, elle, va permettre de désactiver le maléfice, l'artefact maléfique de la crypte. Mais ça, on va voir la mise en place tout à l'heure. Alors, de toute façon, n'importe comment, vous avez le fichier et les explications sont, on va dire, beaucoup plus détaillés par rapport à ce que je vous annonce. Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est la mise en place des décors.
Alors, concernant la mise en place des décors, je vous rappelle que vous pourrez visionner une vidéo de setup, de mise en place d'une table de 90 x 90 que j'ai sorti récemment. Mais quoi qu'il arrive, sur le fichier, vous avez un plan de la carte, à savoir qu'il y aura des indications également, voilà, qui vous permettront de façonner votre quartier de Frostgrave. Alors, à savoir que une personne a trouvé un plan de Fellstadt. J'ai eu l'idée de faire arriver nos aventuriers dans cette zone inexplorée de Fellstadt. Donc c'est un quartier inexploré qui se situe au sud-est et ils vont progresser. Alors je compte faire une campagne, pourquoi pas. Ils vont progresser jusqu'à aller éventuellement au cœur de la cité sur plusieurs scénarios. Voilà. Donc alors, dans un premier temps, vous allez placer au centre ce qui ressemble à une crypte ou un bâtiment fermé. Alors ça, c'est important qu'il soit fermé parce que dans ce bâtiment, il n'y aura qu'une porte où on pourra accéder à cette crypte et cette porte est située, on va dire, côté gauche de la table de jeu par rapport à votre point de vue que j'appellerai l'ouest. Alors vous remarquerez que j'ai conçu la table d'une façon non symétrique par rapport aux différents bords de table. Je l'ai faite plutôt dans un sens diagonal. Voilà, j'ai trouvé ça beaucoup plus joli. Donc cette porte sera placée en direction de l'ouest. À savoir que, je vous le dis tout de suite, elle sera fermée. Donc il faudra la défoncer pour l'ouvrir. Mais il faudra aussi attirer l'attention du gardien, voire le tuer. Alors ça, je vous laisserai voir ça tout à l'heure. Très important, en bas à droite de l'écran que j'ai appelé le sud-est, c'est par là où rentrent nos aventuriers, notre bande. Vous allez placer une forêt. Voilà. Alors moi, j'ai limité à peu près la forêt à 16 pouces de large, je marque, mais bon, vous faites comme vous voulez. Vos mages seront déployés minimum à un bord un pouce du bord de la table, parce que si vous jouez en coop, et comme vous le savez en coop, vous n'avez droit qu'à 200 pièces d'or pour recruter votre bande, donc ça ne va pas demander beaucoup de figurines. Mais dans la version solo, là par contre vous pouvez mettre l'intégralité de votre bande. Alors là moi je l'ai placé comme ça, voilà, on le place un peu comme on veut, mais bon, moi j'ai marqué un pouce, ça ira bien. Alors à savoir que par la suite vous allez devoir placer à l'opposé de l'entrée de vos aventuriers. Moi j'ai mis un pont avec une petite rivière, j'ai trouvé ça sympa parce que le pont c'est symbolique, on traverse quelque chose, on arrive de quelque part pour aller vers autre part, ce qui va symboliser un changement par la suite de scénario ou rentrer dans un nouveau quartier quelconque, thématisé pourquoi pas comme celui-ci. Moi c'est plutôt tourné mort-vivant parce que j'estime que pour débuter, c'est pas mal des squelettes, mais vous verrez que dans mon scénario, vous pourrez adapter la difficulté. Ça, c'est pas du tout un problème. Alors ensuite, j'en étais où? Parce que là, je tchatche. Donc, nous allons placer, donc, je reprends, une crypte, une porte. Nous allons placer une forêt où vont se déployer nos héros, un pont à l'opposé, qui sera le symbole de la sortie. Je vous expliquerai tout à l'heure le but du jeu. Là, on en a la mise en place. En haut à droite de votre écran, comme stipulé dans le fichier, c'est-à-dire au nord-est, vous placerez un petit cimetière. Vous verrez pourquoi j'ai voulu thématiser la table, parce qu'il y a des zones de spawn spécifiques. Et pour le reste, c'est-à-dire au sud-ouest, dans la continuité de la crypte, vous allez placer ce qui semble être les ruines d'un couvent ou d'une cathédrale, peu importe, c'est vous qui voyez, c'est pour rester dans le thème. Donc la crypte, vous descendez un petit escalier, bon là il n'y a pas d'escalier, mais on imagine qu'on descend un petit escalier et puis ce sera tout bon. Donc voilà, donc là pour la mise en place du décor, on est relativement pas trop mal. À savoir que beaucoup me disent, Eric, mais des décors en hauteur. Oui, mais il faut que je m'équipe de décors en hauteur, parce que jusqu'à présent,
j'en ai pas. Il y en a un que j'ai acheté récemment. Je vous le montre au niveau de la petite flèche. Il y a 3 étages. Il est pas mal. Il n'est pas forcément dans le ton glacé. Il est plus dans le ton terre. Mais je me suis dit, bon, on va pas le repeindre. Hein, on va laisser comme ça. Ça ira bien. Mais je vous rassure, je suis en train de m'équiper. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde la mise en place des trésors, des indices, des zones de spawn et des monstres. Alors, avant de faire la mise en place de ce que je vous ai dit précédemment, concernant les trésors, les indices, les monstres, les zones de spawn, vous remarquerez ici qu'il y a des petites pochettes qui brillent. Hein, vous l'avez peut-être remarqué, ça ne va pas servir de décor. Voilà, c'était pas juste pour faire du décor, ça va me servir avec son petit coffre en haut, mais ça c'est le petit bonus de la fin. Voilà, il va pas, bon, ça va pas, ça révolutionne pas du tout le jeu, mais je me suis dit, voilà, c'est un petit truc que je me suis inventé et qui est bien sympa. Voilà, donc revenons à nos petits moutons. Donc pour la mise en place, dans un premier temps, vous allez mettre en place dans la crypte un artefact maléfique. Alors là, comme on est dans le thème de pulsation maléfique, et comme présenté dans une de mes vidéos sur les suggestions de décors de Noël que vous pourrez trouver dans les magasins Action, donc je vous mets la vidéo en haut à droite de cet écran, j'ai trouvé que ça collait dans le thème, les petites pulsations là, tac, de toutes les couleurs, qui symbolisent on va dire l'aura maléfique que dégage cet artefact et qui va réveiller les morts aux alentours. Voilà. Vous voyez, donc j'ai trouvé à le placer ce décor parce qu'effectivement il me plaisait bien. J'ai dit à quoi il va me servir, ben voilà, je l'ai trouvé. Donc ça, on va placer ce décor. Donc ça, c'est selon ma sauce à moi. Mais éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est surtout trouver quelque chose qui ressemble. Une statue, un tombeau, enfin peu importe. Moi, ça clignote, ça me plaît, ça fait... voilà, c'est sympa. Ensuite, on va passer au trésor. Alors, vous savez très bien que pour le mode solo de l'extension Ténèbres Hostiles, quand vous jouez en solo, vous placez 2 trésors. Donc là, en l'occurrence ici, j'ai placé 2 trésors, donc qui sont à l'opposé l'un de l'autre. J'y ai placé à côté de ces trésors, à droite un squelette, à gauche un zombie. Voilà, ça c'est juste pour le fun, hein, pour que on va dire les trésors ne soient pas tout seuls dans leur coin, autrement ils s'embêtent. Ensuite, à l'extérieur de la crypte, alors ça c'est pour les trésors. Ah oui, je reviens sur les trésors. Ah oui, dans le mode coop, donc vous jouez à 2 joueurs, vous rajouterez un trésor. Au pire, vous pouvez le mettre un peu plus haut, hein, ou un peu plus bas, voilà, à quelques pouces de votre crypte. Donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc les trésors, c'est fait. Placez sur chaque trésor un monstre tiré aléatoirement sur la table des monstres. Oui, effectivement, j'ai oublié qu'une fois que vous avez placé vos trésors, vous consulterez la table des monstres que je vous présenterai tout à l'heure, je vous expliquerai tout ça, et vous placez un monstre ici. Alors, les indices sont très importants. Alors, les indices, comme vous pouvez le voir, ce sont des points d'interrogation que j'ai utilisés dans le jeu Frostgrave pour symboliser les indices. Donc là, en l'occurrence, pour information toujours, ces petits points d'interrogation que j'ai pimpés, que j'ai mis sur des socles, que j'ai peint, etc. Vous pourrez le retrouver sur un site qui s'appelle toutpourlejeu.com, je crois, et là il y a des points d'interrogation. Enfin, vous regarderez, et puis je trouve que c'est vraiment, ça colle dans le thème là. On est vraiment dans le thème de s'interroger qu'est-ce qu'il y a au niveau de ces indices. Et là, ces indices, vous allez les positionner, on va dire, en forme triangulaire par rapport à la crypte. Mais ça, vous allez composer en fonction de vos décors, de votre sensibilité à placer vos décors pour jouer. Hein. Ça, c'est une idée. Hein. Moi, je sais que là-dessus, par contre, je les place à peu près à 8 pouces ou moins de la crypte. Bien sûr, ça, c'est en fonction de la composition de... mes décors. Ensuite, pour les zones de spawn et les monstres, alors vous m'excuserez si j'utilise spawn, c'est plus court que d'utiliser les points d'apparition, les zones de spawn. Alors là, du coup, vous avez vu que j'ai placé de 1 à 5
dans le sens horaire de la table. Donc c'est des jetons de zombicide ou un jeu quelconque, je ne me rappelle plus, enfin je crois que c'est ça. Et justement, c'est thématisé là. C'est-à-dire que ces zones de spawn que j'ai placées de ce type-là, alors je n'ai pas calculé les pouces, hein, vous verrez, hein, vous faites un rond, hein, vous faites un rond et puis vous faites un 2, 3, 4 dans le sens des aiguilles d'une montre, à savoir que c'est thématisé. Les zones de spawn sont thématisées. Alors sur la zone de spawn numéro 1, la mise en place, on va mettre une goule. Hein, voilà, comme ça, je vous montre les zones de spawn et la mise en place des monstres avant le début de partie. Donc, j'ai estimé qu'une goule, elle pouvait sortir d'un puits. Voilà. Parce que ça, c'était un épisode de Stargate, je ne me rappelle plus lequel, ou Atlantis, où il y avait des espèces de monstres qui sortaient des puits. Alors, je me suis dit, bah tiens, ça ressemble à des goules. Paf, allez, on va mettre un puits et une goule. Ça, c'est une suggestion de thématique. Donc, déjà là, vous placez votre zone de spawn à côté d'un puits et vous mettez une goule à côté. Voilà. Sur la zone de spawn numéro 2, là, bon, ben là elle est vide, mais elle apparaîtra de mémoire, voilà, des squelettes. Donc, comme je vous dis, c'est thématisé. Sur la zone de spawn 3, apparaîtra des squelettes en armure, un peu plus forts, qui en sont peut-être un peu plus chiants, parce qu'ils sont près de la sortie. Donc, s'ils traînent un peu par là-bas, ben, ils risquent de vous embêter à sortir. Vous voyez, voilà, donc ça c'est... Et sur la zone de spawn numéro 4, nous allons y retrouver, bien sûr, dans un cimetière, qu'est-ce qu'on y retrouve? Ben, des zombies. Voilà. Hein. Tout simple. Par contre, dans la forêt... vous aurez à positionner en début de partie un loup, parce que qui dit forêt dit loup. Donc vous voyez, tout est thématisé, chaque zone de spawn correspond à un monstre. Voilà, si vous tirez le numéro 4, ben, vous savez que vous allez mettre un zombie à cet endroit. Si vous tirez le numéro 5, ben, c'est un loup qui est dans la forêt, voilà, etc. Vous voyez, donc j'ai essayé un petit peu de... Bah voilà, de thématiser, ça me cassait un peu trop les noisettes elfes, de mettre un tableau avec un D20, avec des monstres, des ci, des là, à savoir que vous pourrez adapter la difficulté, mais ça je vous l'explique un peu plus loin. Donc là je pense que j'ai tout fait, ouais, je pense que là pour la mise en place aussi bien de l'artefact, des trésors, des indices et de la zone d'apparition et du placement des monstres avant de jouer, on est bon. Voilà, donc je récapitule, un zombie à côté d'un trésor à gauche, un squelette à côté d'un trésor à droite, une goule présente sur le spawn numéro 1, un squelette en armure sur le spawn numéro 3 et un loup sur le spawn numéro 5. Donc là, j'estime qu'on n'est pas trop mal. J'oubliais bien sûr le principal, c'est que à un moment donné, bah, pour entrer dans la crypte, bah, vous devrez combattre ou éloigner, pourquoi pas, c'est une stratégie, bah, le démon mineur qui la garde, à savoir qu'il a des règles spécifiques qu'on verra tout à l'heure. J'ai trouvé ça très intéressant d'inventer cette règle, parce que bah, c'est dans le thème, c'est un gardien, donc voilà. Ok, eh bien écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on parcourt les règles spéciales. Alors bien sûr, chers mages et confrères aventuriers, le but du jeu va être justement de désactiver cet artefact maléfique qui pulse de mille feux diaboliques. Mais pour cela, bah, vous arrivez du sud-est par la forêt, vous devez traverser cette forêt qui semble-t-elle un petit peu ténébreuse et dangereuse. Vous devrez, pourquoi pas, vous charger du gardien de la crypte, mais à savoir que vous devrez pénétrer dans la crypte, et pour pénétrer dans la crypte, on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il faut faire, il faut fracasser la porte, mais ça ne vous servira à rien, car vous ne pourrez pas activer quoi que ce soit, ou désactiver quoi que ce soit dans la crypte, étant donné qu'elle est protégée contre les sorts et la magie de toutes sortes. Pour cela, vous devrez récolter, trouver la rune ardente. Seule la rune ardente peut être posée à côté de l'artefact maléfique pour la désactiver. Donc une fois que vous avez fait cette action, bah, c'est sympa parce que tu prends le bouton de ton flocon de neige, tu l'éteins et hop,
Voilà, c'est un peu... c'est sympa, ça sert à rien, mais c'est juste pour le fun. Voilà. Mais comment vous allez trouver cet indice? Ben, tout simplement en parcourant les pions indices. Et une fois que vous avez fait ça, vous trouvez la rune, vous la posez à côté de l'artefact, vous vous barrez par le pont. Voilà. Et puis au passage, si vous pouvez gratter un peu des trésors, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc là, en gros, voilà, on a le but du jeu. Hein. Vous regarderez dans le livret hein, pour vous imprégner un peu plus. On va axer sur le gardien de la crypte, à savoir que le gardien de la crypte sera placé devant la porte. Ce sera une figurine de démon mineur. Vous pouvez, pourquoi pas, selon votre niveau, y mettre un démon majeur, voire un gros bolos. C'est pas un problème, ça vous faites varier. Hein, vous ne suivez pas à la lettre ce que je vous dis, hein, en fonction du niveau de vos mages. À savoir que celui-ci, et c'est là où la particularité des règles, et ma foi, j'ai trouvé ça sympathique, mais ça ne tient qu'à moi parce que je suis le créateur. Bon. Celui-ci ne se déplacera pas de son poste durant la phase de monstre. D'accord? C'est un gardien, donc il garde la porte, on est d'accord. Sauf s'il y a une figurine de joueur en ligne de vue au moment où il doit s'activer. Dans ce cas, on applique les règles normales de l'intelligence artificielle. Donc il va, pendant son tour, s'il voit quelqu'un, il va se diriger vers lui. On est d'accord. Et à savoir que dans la disposition que j'ai mis, vous voyez, il y a des petits couloirs, il y a des petites fenêtres. Donc il peut le voir à travers une fenêtre et s'avancer vers lui. Ce qui peut être aussi une stratégie d'éloignement du monstre. C'est-à-dire il vous court derrière et puis hop, les autres ils se faufilent, ils cassent la porte, paf, ils rentrent et ils font le truc. Tu vois, c'est pas mal. Hein, à savoir que s'il s'est déplacé durant son tour de jeu et qu'au tour d'après, durant sa phase d'activation, il n'a plus aucun personnage en ligne de vue, auquel cas, il se redirige vers la porte. Voilà, c'est là où la petite subtilité, c'est un gardien de porte, donc il a vu passer quelque chose, il dit il va y courir derrière, le mec il s'est barré ou il s'est caché, il voit plus rien, il revient garder la porte. Toute la stratégie va être soit vous le combattez pour le fracasser et puis rentrer dans la crypte, soit vous pouvez éventuellement l'éloigner et puis pendant que les autres ils se faufilent. À savoir que vous avez cette fameuse règle justement que quand un monstre ne voit personne en ligne de vue, il va se déplacer aléatoirement. Donc moi je vais utiliser un dé, je crois que c'est un dé de Warhammer Battle ou de 40 000, c'est un dé de dispersion, et hop, voilà, je jette le dé, je sais où il se déplace, parce que bien souvent, c'est vrai que sur les dés 20, j'ai du mal à voir un peu l'angle et tout, enfin bref, voilà, le magel fait vieux et la bonne lunette, hein, voilà. Donc il revient en direction de la porte et il reprend son poste. Vous voyez, voilà, ça peut être, c'est une idée, enfin moi j'ai trouvé ça sympa, voilà. Alors, concernant la porte de la crypte, une fois que le gardien est vaincu ou éloigné, pour rentrer dans la crypte, il faudra bien sûr rentrer avec la rune ardente, hein, il faudra la défoncer, tout simplement, parce qu'elle est, est verrouillée, ce que tu veux. Alors, pour détruire la porte, il faudra faire un jet avec un seuil de difficulté de 12 avec sa caractéristique de combat. C'est-à-dire, tu jettes un des 20, tu rajoutes ta carac de combat, si tu atteins 12 ou plus, la porte est fracassée. Voilà, donc il t'a droit qu'à une action par personnage, bien sûr, hein. Tu n'as pas le droit de faire 2 fois la même action, hein. Ça, je ne veux pas vous apprendre les règles. Voilà, donc je pense pour la crypte, c'est fait. Je vous passerai après sur les indices, hein, mais là, on se concentre sur la crypte. Pour les trésors, alors oui, une fois que la crypte sera désactivée, j'ai oublié ça, on passera au trésor après. Il faudra donc récupérer la nain, ok, les indices, ça c'est pas un souci. Une fois bien sûr que vous aurez posé la rune ardente à côté de l'artefact maléfique qui est en train de clignoter de tous ses feux, vous désactivez l'artefact et à partir de ce moment-là, donc l'aura maléfique et la, on va dire, espèce de sort qui protégeait la crypte est désactivé et à ce moment-là vous pourrez utiliser vos sorts dans la crypte, ce qui n'était pas possible de le faire pendant qu'elle était activée. Voilà. On ne sait jamais s'il y a des monstres qui rentrent dans la crypte ou voilà. C'était compliqué de faire popper des monstres dans la crypte, hein, parce qu'autrement après ça va s'entasser là-bas dedans là. C'est Walking Dead, hein, donc j'ai pas voulu faire popper des monstres dans la crypte. Éventuellement le trésor en coop, le 3e, vous pouvez le mettre dans la crypte, hein, c'est pas un souci. Voilà. Bon alors pour les trésors justement, on applique les règles normales de récupération des trésors.
Mais pendant la partie, n'appliquez pas les restrictions de déplacement imposées par les règles de base. Donc c'est stipulé dans le supplément Ténèbres hostiles. On ne va pas s'embêter avec les pénalités de mouvement. Vous récupérez le trésor, vous vous déplacez normalement. C'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur, hein, donc j'invente rien. Donc pas de pénalité de mouvement. Alors là où ça devient intéressant, c'est au niveau des indices. Alors au niveau des indices, c'est là qu'interviennent mes cartes, mes fameux as. Alors j'ai pris des as, pourquoi? Parce que c'est comme ça me plaît. Alors les indices, alors en arrivant au contact d'un indice, vous devrez dépenser un point d'action pour récupérer l'indice. À ce moment-là, vous mélangez vos 3 cartes, face cachée bien sûr, vous en tirez une et vous vous reportez au résultat. Un exemple, vous avez tiré un as de cœur, vous avez trouvé la rune ardente, magnifique. Vous devez aller la positionner au contact de l'artefact maléfique dans la crypte. Porter la rune ardente ne prend aucune place dans l'inventaire et n'occasionne pas de pénalité de déplacement. Et bien sûr, vous allez défausser le jeton indice. Donc, on va dire la rune ardente, c'est comme une grosse pierre. Voilà, vous mettez dans la poche, tranquille. Par contre, si vous tirez un as de pique, auquel cas, ben là, il faudra tirer aléatoirement un monstre sur la table des monstres que je vous présenterai tout à l'heure. Il vous saute littéralement à la gorge. Alors, il faudra résoudre immédiatement un combat avec un malus de -2 à votre G de dés. C'est-à-dire que vous allez vous allez faire le combat simultané, hein, comme dans les règles, sauf que votre G, si vous faites 12, vous allez soustraire 2 et vous allez rajouter votre carac de combat. Voilà, tout simplement. C'est un peu la pénalité. J'ai voulu symboliser ça par un effet de surprise. Hein. Tac, vous êtes surpris, vous soulevez un truc et hop, on te saute dessus. Voilà. Par contre, si vous obtenez sur la table des monstres un 6, hein, bah là, il n'y a rien, mais vous relancez le dé jusqu'à ce que vous ayez un monstre, quel qu'il soit. Hein. Voilà. Il faut absolument que vous entrez en contact avec un monstre. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est la zone d'apparition des monstres. Donc, comme je disais, les monstres vont apparaître d'une façon thématique, sauf que au début de chaque première phase d'activation des monstres, et selon les règles du mode solo coop, avant d'activer les monstres, vous allez jeter le dé et vous allez consulter la table que je vous présente actuellement, qui va vous permettre de savoir le numéro de la zone de spawn et quel type de monstre. J'ai voulu simplifier, j'ai pas voulu m'emmerder avec un D20. Hein, 2 zombies, 3 zombies, 4 ghouls et machin. Là, un D6, on verra tout à l'heure la variabilité au niveau de la difficulté. Un D6, 1, c'est une ghoul à côté du puits. 2, c'est un squelette. 3, c'est un squelette en armure. 4, c'est un zombie qui apparaît dans le cimetière. Et 5, forcément, c'est un loup qui apparaît dans la forêt. C'est thématisé, il n'y aura pas d'aléatoire. C'est un D6 et hop, tout de suite, tu sais où ça apparaît une fois que tu as mémorisé tes zones de spawn. Cimetière, zombie, voilà, forêt, loup, puits, ghoul. Voilà, squelette voilà, quelque part dans les ruines, et pont, squelette en armure. Voilà. J'ai voulu vraiment simplifier. Après, vous pouvez le changer, hein, c'est pas un problème. Moi, franchement, ça me dérange pas du tout. Hein. Moi, je vous livre ça. Hein, j'ai pas testé encore, mais j'ai déjà joué dans ma tête et je me dis ça peut coller. C'est pour ça que je compte sur vous pour me faire des petits retours, si vous voulez. Voilà. Par contre, si vous jetez un 6, il n'y aura pas d'apparition de monstre ce tour-ci. Si cette règle vous casse les bonbons, chaque fois que vous faites un 6, vous relancez. Si vous voulez faire apparaître des monstres. Bien que l'auteur soit pas tout à fait pour qu'il y ait 136 millions de monstres sur la table. Il le dit lui-même. Voilà, après, ça devient un peu compliqué à gérer, quoi. Hein. C'est vrai que moi, je me fie par rapport à ce que dit l'auteur. Alors, un petit instant, parce que ma tablette, elle est partie en live dans l'espace. Voilà, hop. Voilà, donc là, du coup, là, on a fait un petit peu, pardon, on a fait un petit peu le tour de cette rubrique de règles spéciales. On va passer maintenant à l'adaptation de la difficulté en fonction de l'évolution de vos mages. Alors, comme le dit si bien l'auteur, et je suis ses concepts, tout en y mettant ma sauce, bien sûr, parce que j'aime bien, hein, parce que l'auteur laisse la liberté totale aux joueurs de développer leur propre truc.
Moi, je sais que j'adore ça. Par contre, j'essaie maintenant d'être un peu plus, voilà, un peu plus rigoureux sur les conseils parce que ben, l'expérience du créateur est beaucoup plus importante que la mienne. Alors, à savoir que dans ce scénario, vous aurez remarqué que bon, c'est quand même un scénario qui va permettre de jouer avec une bande débutante ou alors qu'il y a une ou deux parties, enfin voilà. Mais moi, j'ai décidé de dire on va adapter la difficulté en fonction de l'expérience de vos mages. Voilà, tout simplement. Et d'une façon relativement simple. Et c'est vous qui choisissez, vous cumulez ou pas, vous faites ce que vous voulez. À savoir qu'au lieu, par exemple, je vous offre plusieurs options. Hein. On reste toujours dans la thématique des morts vivants, ça c'est clair. Au lieu de jeter un D6 sur la table des monstres, à chaque tour, vous pouvez en jeter plusieurs. Voilà. Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez avoir un certain nombre de monstres qui spawnent en même temps. Hein, voilà, c'est augmenter le nombre de monstres, mais sans aller trop dans l'excès. On n'est pas dans Walking Dead, comme je le disais. Vous pouvez aussi multiplier le type de monstre par X, X étant une valeur sur le tableau. Comme vous avez vu sur le tableau, il y a un monstre qui apparaît à chaque fois, à chaque tour, potentiellement à 90% du temps. Bah là, vous pouvez dire, bah tiens, tac, bah ce tour-ci, on va crescendo, bah ce tour-ci, on peut augmenter le niveau hein, de 2. Hein, tout simplement. Il n'y a pas de limitation de tour de jeu, pas de limitation de temps. Vous pouvez augmenter la difficulté, tour 1, 1 monstre, tour 2, 2 monstres, tour 3, 3 monstres, etc. C'est possible, ou alors vous augmentez le nombre une fois tous les 2 tours, ou tous les tours impairs, tout simplement. Tour 1, 1 monstre, tour 3, 2 monstres, tour 5, 3 monstres. Vous voyez, on peut moduler tout ça. Ça, c'est vous qui, à un moment donné, vous allez un petit peu tester. Et puis, et de toute façon, je vous rassure tout de suite, pour qu'un scénario fonctionne, il ne faut pas le tester 2 fois, quoi. Parce que les vrais testeurs de jeu, eux, ils y passent des jours, voire des mois, et ils notent tous les résultats, et tous les machins, les stats et tout. Hein. C'est pas en 2 parties que tu te crois où là les mecs, ils disent, ah ben c'est facile, bah oui, mais t'as joué combien de fois? 2 fois. Bah ouais, mon gars, il faut que tu joues au moins 10 fois. Donc voilà, il faut adapter. Donc vous pouvez remplacer le gardien de la crypte par un monstre plus puissant. Un démon majeur, par exemple. Là, en l'occurrence, j'ai pris les monstres du livre de base. Hein. Je ne me suis pas embêté à farfouiller à droite à gauche. On prend le livre de base et on adapte, tout simplement. Vous pouvez éventuellement aussi remplacer certains monstres de la table des monstres par des spectres, des diablotins, tout en restant dans le thème mort-vivant, si possible, pour augmenter la difficulté. Voici un petit peu ce que je vous propose si vous avez des mages évolués avec des points d'expérience, etc. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder l'avant-dernière partie. Après, il y a le petit bonus que je vous montrerai tout à l'heure. Ça va être de regarder les trésors et l'expérience. Alors, concernant les trésors et l'expérience, j'ai voulu adapter à travers ce scénario les règles additionnelles qu'a proposé sur son site les studios Tomahawk, que je remercie parce que c'est bien sympa de leur part d'avoir mis cette expérience qui est plus ou moins, je crois qu'on l'avait déjà dans Rangers of Shadow Deep de mémoire, c'est-à-dire que pour chaque monstre tué, il va vous rapporter un certain nombre de points d'expérience avec une limitation, bien sûr, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Hein, donc, vous allez cumuler de l'expérience. Vous allez tuer un squelette, admettons, je ne me rappelle plus comment ça... Si je regarderai dans les fiches tout à l'heure, je crois que c'est 5 points d'expérience, donc vous notez 5, etc. etc. Donc, à savoir que vous pourrez télécharger cette feuille dans le lien qui est avec ce fichier, enfin le fichier que vous téléchargerez, il y a le lien pour avoir ce tableau. Ça, c'est sympa. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, donc tu tues des monstres, bah, tu prends l'expérience, voilà, tu prends de l'expérience. Après, maintenant, moi, je sais pas si je vais utiliser les points d'expérience acquis pour les lancements de sorts. Quand tu rates un sort, tu as de l'expérience. Quand tu réussis un sort, tu as de l'expérience. Bah, cette règle-là, je préfère voilà, m'en passer. Hein, je préfère utiliser le tableau du studio Tomahawk, voilà, et d'oublier les gains d'expérience au lancement de sort. Voilà, ensuite pour le reste, alors j'ai vu à peu près, j'ai feuilleté quelques scénarios et je me suis dit bon, on va essayer d'adapter. Alors
plus 15 points d'expérience pour chaque membre de la bande qui est sorti de la table par la sortie officielle, c'est-à-dire le pont. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Plus 20 points d'expérience pour chaque trésor sorti de la table. Et plus 40 points d'expérience pour avoir neutralisé l'artefact maléfique. Alors, j'ai pas voulu trop mettre le paquet sur ces points d'expérience-là. J'aurais pu mettre aussi des points d'expérience pour avoir trouvé la rune. Mais dans ce cas-là, tu vas mettre des points d'expérience parce que tu as fait caca dans la forêt. Tu vas mettre des points d'expérience parce que tu as repeint le mur de l'église. Bon, à un moment donné, je me suis dit, voilà quoi. Déjà que j'intègre le tableau... bientôt je vais rigoler tout seul et raconte des conneries de ma shelf. J'ai intégré déjà le tableau des monstres à tuer, donc d'ici tu mets des points d'expérience pour avoir fait ci, gratter le mur, mis des graffitis, non, faut arrêter. Donc voilà, c'est pas énorme, mais par contre là où tu récoltes c'est sur la tuerie des monstres, c'est plutôt pas mal. Mais par contre j'ai mis une limitation, à la fin de la partie, la totalité de vos points d'expérience acquis ne doivent absolument pas dépasser les 200 points maximum, et ça fait une parfaite transition pour le petit bonus que je vous réserve dans cette vidéo. Mais justement, voilà, ça matérialise un petit peu ce que je viens de dire. Allez, on se retrouve tout de suite. Il est l'heure, mon seigneur, il est l'heure de se réveiller. Voilà, un petit clin d'œil à la folie des grandeurs. Je crois que c'était ça le titre du film, avec Louis de Funès et Yves Montand. Bah oui, c'était de mon époque, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, du coup, je vous parlais de la fameuse fiche qui rapporte des points d'expérience. C'est une très très bonne idée des studios Tomahawk d'avoir apporté cette règle optionnelle qui s'intitule « Tuer des créatures, ça rapporte ». Vous voyez, le titre n'est pas compliqué. Et donc là, vous avez listé toutes les créatures. Alors, je ne sais pas si on a toutes les créatures du bestiaire. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, quand il y a des créatures spécifiques dans les scénarios, ils vous stipulent combien de points d'expérience vous allez pouvoir gagner. Justement, en parlant de l'expérience, alors, pour information, j'ai acheté ces pièces sur Amazon. Il y en a de deux types, des pièces or, des pièces argent, chacun représentant là 10 et là 5. Ces petites pochettes viennent d'un autre set de pièces que j'avais acheté toujours sur Amazon. Pourquoi Amazon? Parce que c'était largement moins cher que dans certaines boutiques. Voilà, c'était un peu trop exagéré. Donc là, j'ai à peu près une soixantaine de pièces. J'ai mon petit coffre ici. À quoi sert-il? On va le voir tout de suite. Admettons, dans le jeu, je tue un mort vivant. Un mort vivant, bah oui. Là, en l'occurrence, je tue un squelette. Je regarde sur mon fichier, combien il me rapporte? 5. Tac. Je prends 5. Je mets dans mon petit coffre. Voilà. Tac. Au cours du jeu, qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, j'ai tué une goule. 10. Oh 10. Voilà. C'est tout con. Ça m'éclate. Voilà. Parce qu'à la fin de la partie, je vais consulter le nombre de points d'expérience que j'ai. En l'occurrence, j'en ai 15. Là. Et puis, bien sûr, comme je le stipule dans mes règles, on ne va pas dépasser les 200 points d'expérience. Comme ça m'évite de gribouiller sur ma feuille. Parce que ça me casse les bonbons chaque fois de gribouiller sur une feuille les points d'expérience. Alors, c'est pareil que pour les points de vie. Tu peux mettre des jetons, des dés, tout ce que tu veux. Parce qu'après, ta feuille, il faut la changer tellement tu as gribouillé des trucs. Donc, moi, j'ai trouvé extra qu'il y en a certains qui aient fait les cartes. Ce que j'avais fait entièrement pour Rangers of Shadow Deep. Et là, c'est ma façon à moi de m'éclater, de toucher de l'or, mon seigneur, et de l'argent. 5, 10, tac, de mettre dans ma caisse. Pam, 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 pam. Je mets à la banque là. Tac. Je mets à la banque dans mon petit coffre. Petit coffre que j'ai trouvé à Action. Il en existe des beaucoup plus gros. Je ne vais pas vous les montrer là, mais vous les verrez dans ma vidéo de Rangers of Shadow Deep, je crois. Et voilà. Et puis hop, je transporte mon expérience. Éventuellement, en fonction de l'expérience que vous allez dépenser, vous pourrez toujours laisser la monnaie dedans. Si vous décidez, admettons, je ne sais pas, je ne maîtrise pas encore bien cette notion d'après-partie. Mais si tu as 120 points d'expérience et que tu décides
on va dire d'en utiliser une partie, bah, tu laisses la monnaie dedans. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce scénario. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que vous allez le tester et plusieurs fois si possible avant de me faire des retours. Parce que les G2D étant aléatoires, moi j'ai décidé éventuellement de jouer avec des D10 pour lisser les stats. Hein, parce que j'ai remarqué que des fois tu tombes sur un gros bolos, il te fait un 1, toi tu fais un 20, tu le zigouilles comme ça d'un coup alors qu'il est censé représenter un gros bolos. Voilà, donc ça c'est ma façon, mon truc à moi. À savoir que dans les prochaines vidéos, je pense que je vous présenterai ma bande. Hein, pourquoi pas faire une petite vidéo sur la présentation du Mage Elf V2. Le Mage Elf V2. Donc déjà, je vais vous montrer le V1. Alors je vais peut-être passer ma tronche à l'écran. Comme ça, hop, vous voyez si j'ai des pellicules. Et hop, voilà. Ça c'est le Mage Elf. Ah purée, le zoom. Alors attendez, je vais faire le zoom. Parce que là, je pilote à partir du portable, mais c'est quand même pas terrible. Donc voilà, ça c'est le Mage Elf V1. Donc c'est une figurine que j'avais convertie. Je ne suis pas forcément, comment dirais-je, satisfait de la peinture. Hein. Mais par contre, au niveau de la conversion, ça c'est un Mage Elf qui vient de Age of Sigmar, je crois, ou Battle, je ne me rappelle plus. Il avait juste un bâton, puis moi je lui ai fait une cape. Enfin, je lui ai fait une capuche, je lui ai fait un truc, voilà. Et maintenant, je vous présente le Mage Elf V2. Il s'est planqué où celui-là? Parce qu'il a peur que je lui mette des coups de pinceau. Bah, il est là. Voilà, donc là, il est en train d'être peint. Donc ça, alors, ce Mage Elf, je vais vous dire de quelle marque il est, parce que vous allez me poser la question. Donc voilà. Donc c'est un Mage Elf. Alors là, c'est les couleurs de base. Hein. Regardez pas, c'est dégueu. Couleurs de base. Et il vient de Avatars of War. Donc c'est un... Je vais vous montrer. Est-ce que j'ai gardé la carte? Ah non, je ne l'ai pas. Voilà. Bon, là, j'ai acheté le capitaine. Hein, c'est un Elf, un commandant. Donc ça servira pour le supplément. Comment ça s'appelle? Compendium. Voilà. Et puis là, ça sera mon Mage Elf officiel V2 qui est en cours de peinture. Hein, voilà. Les couleurs de base sont posées. Il n'y a plus qu'à faire les éclaircissements. Et puis, je rajoute 2-3 joyaux. Et tout le monde sera content. Voilà, eh ben, je vous laisse sur ces images avec mon superbe Mage Elf rempli de magie, l'inégalable Mage Elf connu dans toutes les galaxies subdimensionnelles et supra-lumineux. Et puis on se retrouve très bientôt pour vous présenter ma bande. Allez, faites-moi des retours sur le scénario et je vous embrasse et une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne matinée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous avez vu cette vidéo. Allez, ciao!